distale. Nous allons voir que cette supposition se révèle extrêmement riche. Ce coude est apparemment simple, et pourtant, c'est une articulation qui a énormément de déboires. Les chirurgiens ont des difficultés, les rhumatologues ont des difficultés, les rééducateurs ont aussi des difficultés. On voit des malades, que ce soit pour les parties dures ou toutes les parties molles, qui ont des temps de traitement extrêmement longs. Si cette articulation était simple, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de difficultés. Alors, ce coude, finalement, ce qui paraît simple, une seule cavité. Effectivement, c'est facile. Ah, déjà plus compliqué. Dans cette cavité, il y a deux mouvements indépendants. Il y a la flexion-extension et il y a un mouvement de rotation dans l'axe d'avant-bras. Pas tout à fait, c'est pour ça qu'on l'appelle prosupination. En fait, dans cette grande cavité avec deux mouvements indépendants, il y a trois articulations. L'humérus avec l'ulna, l'ulna avec le radius et le radius avec l'humérus. Trois systèmes d'articulation anatomique. Déjà, ça commence à se compliquer. Plus embêtant, les anatomistes, et notamment Charpy, qui se sont amusés à démontrer l'activité des nerfs sensoriels sortant de la capsule et des ligaments de l'articulation, ont montré que le coude était l'articulation, et de loin, la plus riche au niveau sensoriel de toutes les grosses articulations du corps humain. Environ 96 filaments sensoriels. Pour donner une comparaison, le genou considéré comme très riche est autour de 25. Et l'épaule, l'articulation tridimensionnelle, est entre 15 et 20. 96 filaments sensoriels. Si l'on considère que le nombre de boutons qui existent au bout de chaque filament permettant de capter une information de pression et de traction est à peu près constant, eh bien on se retrouve avec l'innervation et de plus loin la plus riche de toutes les grosses articulations du corps humain. Dans ce coude, on va retrouver des mouvements extrêmement variés, mouvements de force, tout à fait différents de mouvements de finesse, également différents de mouvements de vitesse. Cela nécessite de mieux les comprendre et de voir comment nous fonctionnons au quotidien. Sur ce schéma, qui peut être utilisé par ailleurs, on se rend compte que la finalité de tout mouvement du monde supérieur est d'arriver à faire bouger la main. Cette main, pour bouger, elle a besoin d'une stabilité qui vient de l'axe, de la région proximale, c'est-à-dire l'axe, le thorax, puis la région thoraco-humérale. Derrière ce mouvement thoraco-huméral, nous avons donc les grands mouvements de l'articulation intermédiaire. Cette articulation intermédiaire, entre l'humérus et l'avant-bras, cette articulation intermédiaire qu'on appelle le coude, est toujours au service de la main. Mais elle va dépendre, bien entendu, de ce qui s'est passé en proximal. C'est ainsi que, dans la notion de vallée avec 2 mètres, on voit bien que le coude est au milieu d'un ensemble et qu'il va bien entendu dépendre de ce qui se passe au-dessus. Sinon, il ne peut pas bouger comme il veut. Et il a bien entendu une finalité. Ici, on va commander le mouvement au niveau sensoriel, au niveau finalité. Ici, on va commander le mouvement au niveau placement spatial et stabilité. Il faudra que le coude se trouve là-dedans. Alors, parmi les mouvements qui entourent le coude, premier mouvement, la force. Si l'on regarde la force d'un point de vue physiologique, si l'épaule n'est pas placée, la force n'est pas possible. On a absolument besoin de stabilité. C'est l'épaule qui commence le mouvement, c'est l'épaule qui place le membre supérieur, le coude suit. Quand on place l'épaule, suivant le mouvement qu'on fait, il ne faut pas la placer de la même façon. En kinésiologie, nous observons 2 types de mouvements. Soit il s'agit de flexion. Flexion du coude, ça veut dire que l'avant-bras s'est rapproché du bras. Mais en fait, ce mouvement de flexion n'existe pas. Et il faut véritablement avoir une symbolique, n'est-ce pas, pour trouver ces gestes. La flexion que l'on retrouve est généralement accompagnée d'une extension de l'épaule. Dans ce cas, la flexion est en supination. Si je fais le mouvement en sens inverse, je fais une extension, je pousse, et je suis en pronation. Le mouvement de flexion-pronation, ce mouvement qu'on retrouve chez les gens qui font du karaté,
C'est un mouvement qui associe la supination à la flexion, mais à l'extension de l'épaule. On associe la pronation à l'extension du coude, mais à la flexion de l'épaule. On est donc sur un système où ce qui se passe entre le coude et l'épaule est en sens inverse. La biomécanique nous montre très bien ce phénomène. En fait, il s'agit d'une adaptation du paradoxe de Lombard. Lombard qui avait décrit ce système aux membres inférieurs, entre le rectus femoris et les ischio-jambiers. On retrouve le même phénomène. Biceps, triceps brachial. Quand je fais une extension du coude en pronation avec flexion d'épaule, le biceps et le triceps sont en course moyenne. Quand je fais le mouvement en course inverse, ils sont toujours en course moyenne, leur course ne change pas. Nous avons un double mouvement articulaire en sens inverse entre l'épaule et le coude. En fait, le mouvement est un petit peu plus complexe, car il y a aussi un mouvement de prosupination. Nous nous sommes intéressés pour savoir s'il pouvait y avoir une dissociation entre les deux lorsqu'on associait la prosupination. C'est exact. En pronation-supination, si elle est bloquée, la synergie entre les deux muscles est rompue. Et si elle est libre, la synergie entre les deux muscles est présente. Les karatékas avaient bien raison. Les fonctions que l'on retrouve au niveau de l'activité quotidienne, quand on s'appuie, quand on tire, quand on pousse, on se retrouve toujours en train d'utiliser le schéma de force. Épaule, coude. La flexion s'associe à la supination, l'extension s'associe à la pronation. Nous sommes sur un système physiologique de Lombard et nous sommes sur des activités fonctionnelles de force. Ce schéma fonctionnel a pour finalité de bien montrer ce qui se passe au niveau de la force. Plaçons les éléments anatomiques. Ici en avant, tendu la coracoïde ou le tubercule subglénoïdien allant jusqu'au radius, le muscle biceps. Ici en arrière, de l'olécrane jusqu'au tubercule sous-glénoïdien, le long triceps. Ces deux muscles dans cette position sont en course moyenne. Le biceps est allongé au coude, mais rapproché à l'épaule. Le long triceps, c'est l'inverse. Il est allongé à l'épaule, mais rapproché au coude. Ces deux muscles, donc, sont dans cette situation. Dans la position de pronation, le biceps est allongé. Le triceps, non. Donc, dans cette situation où la pronation a accompagné l'extension du coude, on a une activité de course qui est absolument identique. Et quand on fait l'électromyographie des deux muscles, ils sont complètement synergiques. Les deux muscles sont actifs en même temps, ils démarrent leur activité en même temps, et ils cessent leur activité en même temps. Leur pic d'activité est également en même temps. Il s'agit bien d'antagonistes complètement synergistes. Si je prends le mouvement dans l'autre sens, ici nous avons la position en flexion avec, ici c'est l'ulna, on retrouve le biceps qui est complètement allongé au niveau de l'épaule mais rapproché au niveau du coude, et puis à l'inverse le triceps qui est allongé au niveau du coude mais bien rapproché au niveau de l'épaule. Là encore, ces deux muscles n'ont pas bougé de course, ils ont perdu sur un côté ce qu'ils ont gagné de l'autre côté, c'est le principe même du paradoxe de Lombard, et on remarquera que la flexion se fait en supination. Le biceps est dans le principal supinateur. Donc son action est ici dominante au niveau du coude, alors que l'action du triceps est plutôt au niveau de l'épaule en tant qu'extenseur. On retrouve bien ce geste qui poussait le tiré qui a été décrit chez les karatés, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ce geste hautement fonctionnel ne rend pas ces deux muscles antagonistes, mais les rend totalement synergistes. Ce sont des jambes de force, mais ce sont également deux systèmes actifs complètement concurrents. Deuxième mouvement, complètement à l'inverse du précédent, c'est la finesse. Il ne s'agit pas dans ce mouvement d'être fort, il s'agit au contraire d'être précis. Ce mouvement de finesse, sur le plan physiologique, il est commandé par la main. C'est elle qui doit réaliser le mouvement, c'est elle qui le sent, c'est elle qui s'adresse, c'est elle qui s'exprime. Et elle commande, de par son placement manuel, le mouvement du coude. Donc le coude est bien dépendant de ce qui se passe au niveau de la main. Sur le plan kinésiologique,
le mouvement qui est fait, eh bien en fait, c'est un mouvement différent du mouvement de force. La flexion est de type pronante et l'extension est de type supinante, sans que l'on aille d'ailleurs sur une extension extrême. Généralement, on s'arrête à moins 30 degrés d'extension. La raison est à l'extension carpie, qui, à partir de cette position, inverse son activité fonctionnelle. Donc, flexion, extension. On observera que ce mouvement de flexion-extension est balayé par un mouvement des doigts. La flexion, c'est la flexion des doigts, côté ulnarien du poignet. La pronation, flexion du coude. Avec cette position, on peut facilement prendre quelque chose qui est dans la pochette et le rendre. C'est un mouvement qui paraît tout à fait commun. Quand on fait le retour, donc, les doigts s'ouvrent du côté radial, côté première commissure. La main part en supination d'avant-bras et le coude s'allonge. Si on fait une extension forcée, on se rend bien compte que le geste est plus aisé. Il y a un effort. On a utilisé une autre activité musculaire. Donc flexion-extension est un geste sans résistance, commandé par la main et qui se termine au niveau du coude. Biomécaniquement, l'essentiel de l'activité est commandé par les muscles qui vont de la main, le poignet, l'avant-bras. Les épicondyliens latéraux. Épicondyliens latéraux vont faire le retour d'extension-supination. On retrouve le supinateur, les extenseurs carpi, les extenseurs digiti. À l'inverse, le mouvement de revenu, je plie, flexion ulnarienne, pronation, flexion du coude. On retrouve les flexeurs digiti, carpi, du côté ulnaris, puis pronator et flexion du coude. Ces muscles sont les épicondyliens médiaux, autrefois appelés épitrocléaires. Ces deux schémas fonctionnent en entité indépendamment de tout ce qui peut se passer au proximal. L'activité de ces muscles n'est pas une grande activité. S'il y a de la force, ils vont se mettre en poutre composite. Ils ne travaillent donc que sur des activités de finesse, mouvements actifs décomposés ou mouvements lancés, comme nous le verrons en pratique. L'activité fonctionnelle est donc l'acte gestuel de relation, et puis ces mouvements de donner-recevoir qui font partie de ces gestes où l'on prend son portefeuille dans son veston pour pouvoir donner à quelqu'un un stylo ou autre chose. On retrouve tout à fait une activité non résistée. Elle n'est donc pas dépendante de ce qui se passe dans l'épaule, qui peut, indépendamment de ce qui se passe, avoir une position ou une autre. Nous verrons l'incidence que ça a sur le plan pratique. Ce schéma fonctionnel montre à peu près quel est le type de mouvement que nous devons avoir. Lorsque nous réalisons cette flexion-pronation, nous réalisons en fait une activité qui va travailler avec ces muscles épicondyliens médiaux. Il est évident que dans ce mouvement, nous n'avons pas besoin des muscles proximaux. Si à l'inverse, nous réalisons le mouvement d'extension-supination, on se rend bien compte que l'on a un mouvement dans l'autre sens, avec bien entendu le supinateur ici, et ce mouvement dans l'autre sens est réalisé par les muscles épicondyliens latéraux. Ces deux groupes de muscles, nous avons essayé de comprendre un petit peu est-ce qu'ils étaient individualisables ou non. Et nous avons réalisé des études électromyographiques sur le sujet. Pour ce qui est de l'activité de finesse, aucun problème pour les individualiser. Ce sont bien des antagonistes. Dès qu'on met une résistance, si minime soit-elle, ces deux groupes de muscles se comportent en poutre, stabilisent l'avant-bras et assurent donc de la rigidité. Le mouvement donc devient un mouvement de force ou éventuellement un mouvement de vitesse. Il va se passer à l'articulation proximale, il va se passer sur le schéma de force vu par ailleurs, mais il ne pourra plus utiliser cette dynamique des muscles épitrocléens médiaux et latéraux. Latéraux pour le retour en supination, médiaux pour l'aller en pronation. Le mouvement, ou plutôt le placement proximal, est indépendant de ce qui se passe en distal. Il y aura lieu donc d'en tenir compte. Troisième mouvement autour du coude, la vitesse. La vitesse, sur le plan physiologique, l'essentiel du mouvement va se faire entre l'épaule et la main. Le coude est chanté, il est plutôt entre les deux. Il va devoir assurer cette liaison. Autour du coude, donc, la vitesse entraînant des phénomènes d'accélération, donc des phénomènes de force,
F égale M gamma, il va y avoir besoin d'une stabilité autour de ce coude. Sur le plan cinésiologique, la vitesse peut être flexion ou extension, mais la flexion va se faire sur épaule plus coude. La vitesse va se faire sans mouvement de rotation prosupinante au niveau d'un avant-bras. La flexion, extension, aller, retour, tels que les gestes ont été décrits par Cabot, n'inclut pas, dans ce cas-là, la rotation au niveau du segment intermédiaire qui ne peut pas tourner puisque nous avons un effet poutre. Biomécaniquement, l'essentiel de l'activité musculaire va trouver dans la flexion sur le brachioradial, l'ancien long supinateur, et en arrière sur ce long triceps qui va jouer aussi bien sur l'épaule que sur le coude. L'avant-bras, elle, eh bien, c'est la poutre. C'est la raison pour laquelle nous avions la rotation neutre. Les autres muscles sont en relais. On peut bien entendu utiliser sur la flexion le muscle antagoniste du triceps, c'est-à-dire le biceps, et si la rotation est neutre, c'est plutôt le brachioradial qui est sollicité. Les fonctions, bien entendu, sont un peu différentes des fonctions de force ou de finesse. Il s'agit de frapper, de sabrer, de fouetter, tel que cela a été bien décrit, en utilisant l'énergie cinétique et la somme des espaces de liberté dans un même plan. On joue sur des effets de levier, on ne joue pas sur de la finesse physiologique. Alors, le coude, nous avons vu plusieurs situations de fonctions possibles. La première situation à analyser, c'est le coude de finesse. Le coude de finesse associe la flexion des doigts, la flexion du poignet, l'inclinaison lunarienne, la pronation et la flexion du coude. On n'a pas besoin de mouvement d'épaule, on peut donc laisser le coude du sujet en appui. Si l'on réalise ce mouvement en passif, ce qui est important, c'est d'associer la pronation avec la flexion du coude, mais également de la laisser inciter avec un peu de flexion ulnarienne au niveau du poignet. Donc le passif doit se faire de cette façon. C'est avec deux doigts, une main au niveau du méta de l'index et le pouce au niveau de la styloïde ulnarienne que l'on réalise le petit coup d'appui au niveau du poignet. On laisse les doigts détendus, ils sont ni étendus ni détendus, mais on associe la flexion du poignet, la pronation et la flexion du coude. Je remonte l'allée. Voilà. L'allée de passif, de flexion, pronation. Le retour se fait avec la partie ulnarienne de la main du thérapeute. Nous avons une prise dans la première commissure et les deux autres doigts au niveau de la styloïde radiale. Donc le retour se fait avec une extension relative du poignet, mais sans jamais jusqu'à un mouvement extrême. Donc le retour. Si on associe ensemble l'aller et le retour, le mouvement doit être très doux, sans position extrême, en fondu enchaîné. Pour le sujet, ce doit être très agréable. Ce mouvement de finesse fait en va-et-vient est essentiellement recherché sans effort, car le mouvement demandé, c'est l'aller-retour, c'est la répétition qui est intéressante, et ce n'est pas l'amplitude extrême. Avec la répétition, nous libérons les cul-de-sac et nous permettons de libérer les frottements. Deuxième type de mouvement de finesse, celui-ci, c'est le mouvement qui va associer l'ensemble de ces muscles à l'aller, c'est-à-dire les muscles picondyliens médiaux, qui sont les fléchisseurs des doigts, les fléchisseurs carpi ulnaris, et puis avec le pronateur terrestre, on a la pronation-flexion. Cette activité est hautement intégrée au niveau sous-cortical, et nous lançons le mouvement. Nous lançons le mouvement à partir du mouvement des doigts, de la sorte. Nous avons vu en fait deux activités, ça va très vite. Premier temps, nous plions passivement les doigts et nous plions passivement le poignet. À ce moment-là, nous allons réaliser une flexion du poignet. Ça se fait avec l'appui de nos têtes de phalange. En réalisant cette flexion du poignet, nous avons les doigts fléchis. Quand la flexion du poignet s'accompagne alors que les doigts sont fléchis, le sujet intègre qu'il s'agit d'un mouvement de flexion de finesse du poignet. L'autre hypothèse, c'est que si le poignet est fléchi et que les doigts sont tendus, pour le sujet, c'est un effet ténodèse
de mouvement du poignet, ce n'est plus un mouvement du coude. Donc il faut bien associer la flexion du doigt et du poignet. Le mouvement est commencé par nous, mais fini par le sujet. Quand le sujet a complètement intégré. Le retour est la même chose, mais la main va épouser le côté radial du sujet. Nous prenons les deux doigts du côté radial, pouce et index, et puis nous avons un appui sur le poignet externe. Là encore, quand l'appui est acquis, le sujet finit le mouvement. Et bien entendu, il finit le mouvement en étant à moins de 30 degrés, toujours pour la même raison que le premier radial, l'ancien premier radial, l'extenseur carpi, lui devient maintenant fléchisseur. Si l'on fait l'aller et le retour, il y a un petit changement de main. Aller, retour, aller, retour, aller, retour. Donc, le kinésithérapeute lance le mouvement, le sujet a parfaitement intégré et peut donc parfaitement le suivre. Une fois que l'association s'est faite, l'aller et retour est possible. Le deuxième temps important, c'est de pouvoir réaliser ce mouvement indépendamment de la position de l'épaule, puisqu'elle n'est pas concernée. Donc quand on a un patient qui est un petit peu trop emprunté, on va réaliser ces mouvements et généralement on se sert des 4 positions de Gabat. La position constante, c'est celle-ci, la variante. Ça, c'est pour la première diagonale. Pour la deuxième diagonale. Il y a un changement de main à chaque fois, mais il n'y a jamais de situation autre que toujours revenir à la flexion-pronation et toujours partir vers une extension-supination, quelle que soit la situation spatiale. Quand le mouvement est très délié, on considère qu'il est bien programmé. Alors, deuxième type de mouvement, le mouvement de force. Le mouvement de force associe l'épaule au coude. Nous avons deux positions. La position où l'épaule est en extension, le coude en flexion-supination, et la deuxième position où le coude est en extension-pronation et l'épaule en flexion. On remarquera que dans cette position-là, la pronation peut être maximum en extension, ce qui n'était pas le cas en flex. Par contre, en flexion, on ne va pas en position extrême. Ceci est dû à la relation entre le coude et l'épaule ayant moins d'amplitude, l'épaule géno-humérale ayant moins d'amplitude que le coude. On n'a pas généralement de flexion complète. Pour faciliter ce mouvement, il ne faut pas que la scapula bouge trop. D'où l'intérêt d'être sur la table. D'abord, le sujet est en repos, et en plus, nous avons la scapula qui est un petit peu bloquée sur la table. Il ne nous suffit plus que de bloquer en avant au niveau coracoïdien si on ne veut pas qu'elle bouge. On a ainsi un véritable mouvement gléno-huméral associé au coude, et on peut utiliser cette synergie des muscles polyarticulaires entre l'avant, le biceps, l'arrière, le long triceps. Pour lancer le mouvement sur le plan passif, la main n'est pas utile, donc on peut avoir une prise indifférenciée. Pour montrer que le mouvement est très facile, je ne prends que le majeur. J'assure par contre le maintien de l'épaule sur la table par un appui d'avant-bras, et tout le mouvement passif se fait en fait en utilisant la poussée de la main sur l'avant et sur l'arrière. On voit que le mouvement d'extension-pronation se fait spontanément. Bon, on n'est pas obligé de tenir le petit doigt ou le grand doigt, on peut avoir une véritable prise de main. La prise est de type première commissure. Dans ce cas-là, on a un mouvement qui est plus accompagné par le thérapeute, mais l'essentiel de l'activité est fait avec le mouvement de l'épaule. C'est l'épaule qui démarre le mouvement, c'est le coude qui suit. Le mouvement libre est celui qui est le plus utilisé. Si au niveau du coude, nous avons beaucoup de prosupination et peu de flexion-extension, eh bien on amplifiera le mouvement de pronation. Et à l'inverse, si on a peu de pronation et beaucoup d'extension, on amplifiera le facteur d'extension. Dans tous les cas, il faudra essayer d'associer les deux. Ça, c'était le mouvement passif. Si maintenant on désire réaliser le mouvement actif, là la technique est assez simple, l'omoplate est bien prise, appui tendu, on pousse, on pousse, on pousse. La première poussée s'est faite au niveau du bras de manière à avoir un commandement d'épaule. La dernière poussée est sur l'axe, c'est toujours un commandement d'épaule. Pour le retour, on ferme les doigts, prise, traction, tire,
le sujet revient. On pousse, on tire. Pour le retour, c'est toujours la main au niveau du bras qui est dominante. Si la main au niveau de la prise manuelle est importante, c'est uniquement au départ pour tracter l'épaule, mais il faut ensuite lâcher la prise de manière à ce que le sujet ne réalise pas un mouvement analytique de flexion-supination qui nous casse la relation épaule-coude. Donc il faut bien stimuler l'épaule, on tire, hein, éventuellement par des stretches répétitifs comme je viens de le faire. Ce mouvement est un mouvement coude cléno-huméral. Il est donc indépendant aussi de la position thoraco-scapulaire. Il faut donc s'assurer que le sujet est bien indépendant et on reprend ses mouvements dans les diagonales. On pousse, on tire, on pousse, on tire, on pousse, on tire, on pousse, on tire. La constante, on revient toujours en flexion-supination. L'autre constante, tous les éloignements sont en flexion-pronation. On voit donc que par rapport au schéma traditionnel de Cabot, nous inversons le système rotatoire, suivant que nous facilitons un schéma de force ou que nous facilitons un schéma de finesse. La grande dextérité est bien entendu d'arriver à dissocier les schémas de finesse puis de force. Il nous faut à ce moment-là inverser les positions rotatoires pour que le sujet revienne à sa position intermédiaire. Ce jeu n'est utilisable qu'en fin de traitement pour s'assurer que le sujet est parfaitement bien intégré. Avant, il faudra s'assurer que toutes les conditions musculaires et de liberté sont bien récupérées. Alors, un coude qui a présenté quelques difficultés de mobilité, il faut s'assurer que ce ne sont pas les muscles qui présentent quelques contractures d'accompagnement. Le schéma le plus commun, c'est le schéma de flexion-pronation qui ne s'ouvre pas bien. On retrouve bien entendu du biceps brachii, mais également, c'est souvent ce qui est oublié, les muscles qui sont de l'épicondyle médial jusqu'à l'avant du poignet et se terminent sur les doigts. On retrouve ici le teres pronator teres. On retrouve le flexor carpi, les anciens palmaires, et puis le flexor carpi ulnaris, et bien entendu, les fléchisseurs des bras. Pour le pronator teres, la prise est de type bistyloïdienne, puis coude. On va réaliser un mouvement en couple de manière à avoir une flexion, une extension supination maximale maintenue au niveau du coude. Le coude lui tournant un peu vers la rotation interne d'épaule pour la protéger. Donc on a un couple rotatoire et un couple d'extension. On résiste. Merci. On relâche. Donc là, on est passé à un niveau supérieur, c'est les levées de tension. Merci. On relâche tout. Ça peut être toujours intéressant à voir. C'est quand même l'auteur de la technique de Et l'extension. le pronator teres. Pour les flexors carpi, l'appui, colonne de pouce sur la face postérieure des ostiers du poignet, et puis les doigts en appui palmaire. Même appui au niveau du coude, on résiste. Merci. D'accord. Merci. Donc le flexor carpi ainsi sollicité, c'est l'ancien grand palmaire. Pour le flexor carpi ulnaris, l'ancien cubital antérieur, nous réalisons plutôt une pronation, une prise de main avec une extension du côté radial. Nous n'avons pas peur de nous servir d'un appui du poignet sur notre cuisse. Et puis la deuxième main sert à tirer sur les muscles de l'éminence hypothénaire qui vont tirer sur le petit os pisiformien sur lequel, bien entendu, vient se terminer ce muscle. Donc, voici la prise, un couple, maintien du petit doigt, on résiste. Merci. Et l'étirement est autant au niveau du poignet que de la colonne de l'hypothénaire. C'était le flexor carpi ulnaris. Pour les flexors digiti communis, c'est beaucoup plus simple. Il faut simplement mettre la colonne de doigts sur les têtes de méta et faire bien une extension des doigts et non pas du poignet. On résiste. Merci. Voilà, j'arrête là parce que là on est vraiment donc dans